Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'inconduite de Emma Baker. Quel plaisir de retrouver cette autrice. Au début je me méfie un peu parce que je trouve son style un petit peu moins travaillé que dans La Maison. Il y a aussi des tics un peu de petite bourgeoise assez agaçants. Comme le fait de rabâcher que son grand-père était chirurgien, ou les surnoms un peu lénifiants qu'elle utilise pour parler de sa famille, qui me font penser un peu au ma maman ou mon papa qu'utilise la fille de Brigitte Macron. Si vous trouvez une vidéo, c'est assez marrant. Au bout de 15 minutes environ, je suis happée. Elle a vraiment quelque chose, Emma Baker, dans sa manière de raconter très fine, très ironique, mais aussi dans le souci de décortiquer les affects parfois les plus inavouables. Je sais pas, je trouve qu'elle est beaucoup plus punk par exemple que dépente dans sa démarche. La scène où elle taille une pipe à l'ami de son grand-père alors que celui-ci est en train d'agoniser, il y a quelque chose de vachement pathétique, mais en même temps de tellement vrai, dans le sens de pulsion de vie qu'il peut y avoir dans ce genre de moment. Et donc voilà, j'ai été trop en besogne quant au style, parce qu'elle sait écrire. Elle sait décrire toutes les nuances de sa pensée, c'est très vivant, je sais pas, ça me fait comme de l'ASMR. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à la fois de très stimulant quand on la lit, mais d'étrangement satisfaisant. Ça, c'est un style limpide, pour reprendre le terme qu'on utilise pour Amélie Nothomb et autres. Enfin, je trouve que ce thème a été un peu trop galvaudé, mais que pour Emma Baker, ça lui convient parfaitement. L'inconduite, c'est la scène d'ouverture, celle dont je viens de parler. Mais on a aussi envie de dire que c'est l'éconduite, celle qui étouffe l'autre avec son désir. Et je trouve qu'elle va loin dans le féminisme. C'est-à-dire que c'est une femme qui est tellement libre que sa liberté peut nous choquer, nous mettre mal à l'aise. Bon, et je le dis direct, ceux qui sont gênés par les passages explicites devraient passer leur chemin pour ce roman. Parce que ça y va, et ça y va sans se retrousser les manches. Et si certains veulent lui reprocher la circularité du récit, je vous rappelle que c'est une autofiction, et que je pense que cette soif sans objet, que cette quête sans nom, ben ça doit bien finir par la faire tourner en rond. Moi je trouve que c'est très logique la manière dont les petites scénettes s'enchaînent, on pioche, c'est un peu foutraque, on a l'impression que c'est un peu comme dans sa tête. Maintenant on va sortir un peu de la critique littéraire pour parler un peu des messages politiques. Parce qu'on la suit avoir des relations avec plusieurs hommes, dont l'un d'eux qui s'appelle John et qui est au chômage depuis un certain temps, je crois, et elle lui reproche de pas trouver du boulot, et la manière dont c'est fait est un peu étrange. J'ai trouvé dans ce texte qu'elle essayait parfois de camoufler des affects bourgeois derrière le féminisme. C'est un truc qu'on retrouve assez souvent, je pense au dernier Annie Ernaux, je pense aux magazines féminins avec leur article Qui doit payer l'addition, comment vivre avec quelqu'un s'il gagne moins que nous, ce genre de choses. C'est une manière de ne plus réfléchir en termes de domination. C'est-à-dire que ces femmes pensent que leur indépendance financière est question de mérite, de travail, et pas d'un système qui peut être complaisant avec elles, ou du fait qu'elles soient bien nées. C'est un peu le laïus, j'ai fait tant d'études, je me suis battue pour être là où j'en suis. Souvent sans mentionner que papa et maman dînent avec le PDG tous les 3 mois. Et aussi que c'est une manière, pense-t-elle, de renverser le patriarcat, sans s'apercevoir que c'est joué sur les mêmes notes, celles qui vont dans le sens du capitalisme. Parce que là, la domination avec John, ce n'est pas une domination de genre, c'est bien une domination sociale. Moi j'ai carrément eu l'impression de voir la vie d'Adèle inversée, avec le point de vue de celle jouée par Léa Seydoux. Par exemple, la manière dont elle parle de lui avec ses amis Alexandre ou Gaspard, je trouvais que c'était vachement violent, vachement déshumanisant. Elle se permet de le ramener tout le temps à son statut de chômeur ou de mec qui bande pas, sans se dire que ça peut participer au problème aussi. Et moi je me dis que ça aurait été vachement dérangeant si ça avait été le contraire. C'est-à-dire un homme qui entretient sa nana et ne fait que lui remettre à la gueule. J'ai souvent trouvé qu'il y avait une mesquinerie un peu de petits commerçants qui me sortait par les yeux, à toujours faire les comptes sur qui a payé ci ou qui a payé quoi. Mais je trouve, parallèlement, que c'est vachement intéressant de l'avoir écrite telle quelle, sans fausse pudeur de gazelle. Et certainement aussi de ne pas s'en rendre pleinement compte. Puisque même si à un moment elle dit qu'elle ne veut pas penser comme son père, de fait, elle n'arrive pas à s'en empêcher. Elle essaie de nous prendre à partie, mais clairement l'empathie, elle n'est pas de son côté. Enfin moi je peux pas, j'ai pas réussi à réfléchir comme elle à ce moment-là. J'ai trouvé que ça montrait vachement bien la difficulté pour des gens de 2 classes différentes de sortir ensemble. Beaucoup mieux que le jeune homme par exemple. Et comment les différences de classe, comment le capitalisme empoisonne toute relation. Elle le trompe avec un trader, et c'est pas anodin, même si elle ramène ça encore à une question de bandée dure ou pas. D'ailleurs, je trouvais ça intéressant le parallèle qui se faisait entre le statut social et l'érection. Ça a quelque chose à voir avec une masculinité idéalisée, le bloc qui ploie pas, qui pleure pas. Après, sur le fait qu'elle soit bourgeoise, je dois clarifier, parce que vers la fin du livre, elle dit qu'elle se sent déclassée.
Mais ça n'empêche pas qu'à mes yeux, je trouve qu'elle a des préoccupations bourgeoises. Et la première, c'est celle de la jouissance. Je sais pas si quelqu'un qui appartient aux classes moyennes ou aux classes populaires aurait le temps de conceptualiser autant son désir, son plaisir. Moi, j'ai été étonnée à la fin quand elle parle de sa position sociale. J'ai trouvé que ça faisait presque middle class washing. Bon, je sais que le terme n'existe pas, je viens d'inventer le concept. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle veut à tout prix qu'on la voit comme quelqu'un de la classe moyenne. Or, rien que dans sa manière de parler, on sait que c'est pas le cas. Je crois que oui, de toute façon, la maternité vous oblige à un choix, surtout comme elle est conçue dans cette société-là, le partage du temps. C'est de là que je viens, cet univers parallèle, la banlieue. Même pas la classe ouvrière, non, la classe un petit peu au-dessus. On sent l'euphémisation à ce moment-là. Qui envoie ses gosses à l'école privée et aime faire semblant de s'en être sorti en dépit des heures supplémentaires pour payer les leçons de tennis de la petite. Je suis de cette classe qui a une maison de vacances, oui, mais une maison héritée, passée de génération en génération. Et on a envie de lui dire « pauvre petite fille pas assez riche ». Je trouve que la manière dont elle parle de la classe moyenne est un peu à côté de la plaque. Enfin, je trouve que le cours de tennis, la maison de campagne et tout ça, c'est vraiment des appartenances bourgeoises. Et d'ailleurs, quand elle dit que les premières injustices sont les injustices de genre et non pas de classe, on voit que ça va dans ce sens. Ce n'est pas tant la classe sociale qu'il faut transcender, que ce double regard qui rend les gens intéressants ou inquiétants, cruciaux ou anecdotiques, selon le genre avec lequel ils traversent cette existence. Il y a aussi la question du consentement, avec cette phrase terrible qu'elle dit à John. En gros, il faudrait que je me force à te voir, mais il est hors de question que tu te forces à me baiser. Et on comprend ce qu'elle veut dire, et on veut ne pas comprendre. On sait ce que c'est de faire des concessions ou des compromis, mais ça se marchande pas comme ça, c'est pas comme vider le lave-vaisselle ou le lave-linge. D'un autre côté, elle l'accule, et plus elle l'accule, plus ça devient malaisant. Et plus ça devient malaisant, plus c'est intéressant à lire. Cette question de consentement est intéressante, parce qu'elle montre un peu l'autre côté. Elle montre ce que c'est, la violence que ça peut être, de ne pas être sur la même longueur d'onde. D'avoir l'impression qu'on est privé de quelque chose. Mais ça ne marche pas comme ça. Et on a l'impression que la communication devrait les aider, mais plus ils parlent, plus ils s'embrouillent. Puis le désir qui file entre les doigts. Dès le départ, il est question du regard de l'autre. Elle n'agit que pour faire plaisir, enfin presque pour faire plaisir. Et même si elle en prend, on a l'impression que c'est collatéral. Les scènes, c'est toujours un don de soi. Elle parle de possession, elle parle d'abandon. Et si le plaisir d'offrir est systématique, on repasse souvent pour la joie de recevoir. Et c'est ce qui cripe dans ces relations, cette question de performance, de toujours vouloir en faire plus, ou différemment. Le sexe comme une élaboration toujours plus sophistiquée, toujours plus élaborée, qui passe à côté de la spontanéité. Un peu comme la lente agonie de Solal et Ariane dans Belle du Seigneur. Chercher à retrouver les frissons du début, et toujours s'en éloigner davantage. L'impression que j'en ai eue, c'est que ce n'est pas tant une question de sexe que d'incomplétude. On le voit avec John, quand ils ne le font plus, comment elle a du mal à remplir les heures. Fumer quelques joints peut-être, mais le sexe toujours en arrière-fond, comme une litanie qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête. Qui peut faire penser au personnage joué par Michael Fassbender dans le film Shame. Jusqu'à atteindre le point de non-retour avec le personnage de Vincent, le réalisateur âgé d'une 60aine d'années. Ils sont dans un marivaudage maniéré et codifié qui m'a fait un peu penser au film Happy End de Haneke, avec le personnage joué par Mathieu Kassovitz. Une sorte d'érotisme un peu poussiéreux et décadent, et qui n'aboutit à rien. Ce rien, c'est le début de la prise de conscience. Et je veux pas faire la moraliste, d'ailleurs le livre ne le fait pas non plus. C'est une prise de conscience douce, gaie, vers l'amour de soi. Et ce n'est pas une histoire américanisée avec grandeur et chute. Non, juste l'histoire d'Emma qui découvre Emma. La fin est franchement très belle. Ça m'a foutu une claque et je pense que ça peut faire réfléchir sur son propre féminisme. Cela sans sacrifier le style ni le plaisir esthétique qu'on prend. Il nous fait nous demander « Et toi, tu en es où avec le regard de l'autre ? Tu en es où avec ce que tu veux de toi ?» Je sais que j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai pas vraiment envie de gâcher le livre, mais je dois vraiment dire qu'il y a vraiment beaucoup d'humour dedans, beaucoup de scènes marrantes. Et oui, beaucoup de scènes de sexe, mais je pense que c'est normal. Avec le pacte d'authenticité qu'elle a dû faire avec le lecteur, elle s'est dit qu'il fallait dire tout. Elle veut parler de ça. Et ça, sans omettre le parfois glauque, sans omettre le parfois sublime. C'est vraiment une autrice à retenir. J'ai beaucoup aimé La Maison aussi, qu'elle avait écrit il y a quelques années, et je pense qu'on en entendra de plus en plus parler. En tout cas, je trouve que pour l'instant, pour la rentrée littéraire, c'est vraiment le livre que je conseillerais à n'importe qui. C'est vraiment un très très bon livre. Et je vous la recommande donc. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt.